Faites croître un arbre à billets. Il vous apportera richesse. Ou adoptez des principes de littératie financière plus solides. Épargnez non pas sans but, mais pour des objectifs précis. Avec les cartes Tinkoff Black, vous pouvez créer des tirelires pour chaque tâche. Tinkoff, restez en forme financièrement. Dans l'affaire de Jack l'Éventreur, de nombreux détails sont déjà connus. Les événements se sont déroulés à la fin du 19e siècle, à Londres. Plusieurs prostituées ont été assassinées dans les rues obscures. La police identifiait les victimes et comprenait comment les crimes avaient été perpétrés. Elle possédait des descriptions, des témoignages, des preuves et même des lettres du criminel. La seule énigme demeurait sans réponse. Qui était vraiment Jack l'Éventreur? Le tueur n'a jamais été appréhendé. Depuis lors, tous les 10 ans, un livre, un film ou une étude au titre accrocheur fait son apparition. Affaire classée, identité révélée, mystère résolu. En résumé, dans chacune de ses œuvres, l'auteur avance de nombreux arguments en faveur de sa théorie, présentant à chaque fois un nouveau coupable comme étant le véritable éventreur. Jugez par vous-même. En 1976, un ouvrage est publié avec un titre suggérant l'implication de la famille royale dans cette affaire. Selon ce récit, des femmes malheureuses auraient été tuées sur ordre royal. Dans quel but? Nous en reparlerons plus tard. Ce qu'il est essentiel de retenir maintenant, c'est que le livre a suscité un grand engouement. Il a inspiré un roman graphique d'Alan Moore, ainsi qu'un film hollywoodien mettant en vedette Johnny Depp au milieu des années 90. Il démontre que la famille royale est mêlée à l'affaire. Selon leur ordre, des femmes malheureuses ont été assassinées. Dans quel but? Nous aborderons plus tard ce qu'il est crucial de connaître. Actuellement, il est important de noter que le livre a provoqué un véritable émoi. Il a inspiré un roman graphique d'Alan Moore, ainsi qu'un film hollywoodien mettant en vedette Johnny Depp au milieu des années 90. On y découvre le journal de James Maybrick, un homme d'affaires britannique, dans lequel il avoue tous les crimes de l'éventreur. En 2002, un nouvel ouvrage au titre accrocheur, Jack l'Éventreur, affaire classée, a été publié. De nouveaux éléments y sont avancés, incluant un test ADN. D'après ces résultats, le célèbre criminel serait un artiste de renom de l'époque, Walter Sickert. En 2015, une autre enquête a été réalisée. Cette fois, les coupables seraient des francs-maçons. Et ce ne sont là que quelques illustrations. C'est pourquoi, dès à présent, nous allons essayer de reconstituer ce puzzle complexe. Nous étudierons ce que la police savait des crimes londoniens à la fin du 19e siècle. Nous analyserons également les documents et les preuves qui ont été découverts au cours du 20e siècle. Et enfin, nous découvrirons ce que la science et la technologie du 21e siècle peuvent révéler sur cette affaire. Tout cela dans le but de répondre à la question centrale. Qui est Jack l'Éventreur? Musique. D'accord. Peut-on considérer Jack l'Éventreur comme le tueur en série le plus connu de l'histoire? Probablement. Égalait-il le tueur le plus violent? Peu probable. Ici, il suffit de faire quelques calculs. L'éventreur est accusé d'avoir assassiné 5 femmes, peut-être. Et la technologie du 21e siècle. Tout cela afin de répondre à la question centrale. Qui est Jack l'Éventreur? Musique. D'accord. Peut-on considérer Jack l'Éventreur comme le tueur en série le plus célèbre de l'histoire? Très probablement. Était-il le tueur le plus violent? Peu probable. Ici, il suffit de faire un peu de calcul. L'éventreur est accusé d'avoir assassiné 5 femmes.
Peut-être que ce nombre était légèrement plus élevé, mais ce n'est de loin pas un record inquiétant. Beaucoup connaissent Ted Bundy. Son nombre de victimes dépasse 30. Et tout le monde a certainement entendu parler de Chikatilo. Il a commis 40 ou 50 crimes monstrueux. Alors, la question se pose. Pourquoi le nom de Jack l'Éventreur est-il célèbre dans le monde entier, même après plus d'un siècle? L'une des principales raisons, sans aucun doute, est le mystère restant à élucider. De nombreuses personnes venues des 4 coins du globe avancent leurs hypothèses, contredisent les théories établies et recherchent de nouvelles preuves. Ce mouvement porte même un nom spécifique, les ripperologues. En anglais, Jack l'Éventreur se résume à Jack, mais en 2019, l'existence de ce club d'intérêt est mise en danger. À ce moment-là, des résultats d'une étude ADN sont publiés dans une revue scientifique de médecine légale. Cette étude concerne une écharpe retrouvée sur le lieu du meurtre d'une des victimes du tueur londonien. Des traces de sang ont été découvertes dans cette rue. Les chercheurs ont prélevé ces échantillons d'ADN et les ont comparés à l'ADN des descendants de la victime et du suspect. Les résultats se sont révélés concordants. Le fait qu'ils aient été publiés dans une revue scientifique de renom. Dans la revue de médecine légale, les résultats de l'étude ADN sont publiés concernant l'objet de l'investigation, une écharpe trouvée sur le lieu du meurtre de l'une des victimes du tueur londonien. Des traces de sang ont été découvertes dans cette rue. Les chercheurs ont prélevé ces échantillons d'ADN et les ont comparés à celui des descendants de la victime et du suspect. Les résultats se sont révélés concordants. Le fait qu'ils aient été publiés dans une revue scientifique respectée n'a fait qu'accentuer leur crédibilité. Bien que cela ne soit pas un happy end, on peut néanmoins parler d'une sorte de conclusion. L'identité de Jack l'Éventreur, en revanche, résidait dans les détails. Pour l'étude, des fragments de ce qu'on appelle l'ADN mitochondrial ont été utilisés, une portion de l'ADN transmise par la mère. Mais ce n'est pas là le plus important. Après tout, qui sait vraiment ce qu'est l'ADN mitochondrial? Ce qui compte, c'est que ce n'est qu'une fraction de l'ADN, rendant ainsi les résultats extrêmement flous. Pour faire simple, de telles particules d'ADN auraient pu être retrouvées chez des milliers d'autres individus. En résumé, ce n'est pas une preuve très convaincante. De plus, l'écharpe elle-même soulève encore plus d'interrogations. Où est la preuve qu'elle a été trouvée sur les lieux du crime? Il n'y en a pas. Il est également important de souligner que ce n'est pas le premier test ADN réalisé dans l'affaire de Jack l'Éventreur. Avant cela, un autre test a été effectué, portant sur des lettres. Cependant, les résultats avaient désigné le tueur comme étant une personne totalement différente. En résumé, nous ne pouvons pas nous fier uniquement aux avancées scientifiques dans cette affaire. Elle a été retrouvée sur les lieux du crime. Cependant, il n'y a pas de preuves à cet égard, et il est important de signaler que ce n'est pas le premier test ADN réalisé dans l'affaire de Jack l'Éventreur. Avant cela, un autre test avait été effectué portant sur des lettres. Selon les résultats, le tueur avait été identifié comme une personne totalement différente. En résumé, nous ne pouvons pas nous appuyer uniquement sur les progrès scientifiques dans cette affaire. Plongeons donc dans l'histoire. 1888, cette année que vous entendrez à maintes reprises au cours de cette vidéo. Tôt le matin du 7 août, dans le quartier de Whitechapel, un ouvrier découvre sur l'escalier d'un immeuble le corps d'une femme. Il avertit immédiatement la police. À cette époque,
Il n'était pas rare de croiser quelqu'un allongé sur le bord de la route ou dans un hall d'entrée dans ce secteur de Londres. Une ouvrière endormie à cause d'une cuite, des sans-abri cherchant refuge ou encore des personnes épuisées après une longue nuit. Cependant, dans ce cas, la scène est tout autre. Une flaque de sang, des vêtements déchirés et de multiples blessures. Le docteur découvre, sur le corps de la victime, plusieurs dizaines de blessures par arme blanche, certaines localisées sous la taille. Le nom de la victime n'est révélé qu'une semaine plus tard. Henry T. Brem identifie sa femme, Martha. Cela fait de nombreuses années qu'ils ne vivent plus ensemble, et les principales activités de Martha étaient la prostitution et l'alcool. La police commence les investigations. Cependant, les rares témoins n'apportent guère de clarté. Quelqu'un a entendu des cris, mais on ignore où ni de qui ils émanaient. Une personne a vu Martha en compagnie d'un homme inconnu la veille au soir dans l'obscurité. Henry T. Brem reconnaît sa femme, Martha. Ils ne cohabitaient plus depuis de nombreuses années, et les principales occupations de Martha consistaient en la prostitution et l'alcool. La police lance les recherches. Cependant, les rares témoins ne fournissent pas d'éclaircissement. Quelqu'un a entendu des cris, mais on ne sait pas d'où, ni de qui ils émanaient. Une personne a vu Martha, en compagnie d'un homme inconnu, vêtu d'un manteau sombre et portant une casquette à visière courte, typique des marins, la veille au soir. Pendant ce temps, la presse commence à poser des questions et à semer la panique. D'après les journalistes, le docteur n'a pas trouvé de traces de rapport sexuel sur la victime peu avant sa mort, ce qui est étonnant eu égard à la profession de cette femme. Et surtout, selon certaines sources, on a dénombré 39 coups de couteau sur le corps de la victime. Même pour ce secteur de Londres, ce crime franchissait toutes les limites imaginables. Quel diable a pu perpétrer un acte aussi horrible? Quels étaient ses motifs? Et s'agissait-il d'un acte isolé ou d'une série d'assassinats? Musique. Aujourd'hui, nous évoquons la seconde moitié du XIXe siècle, période marquée par le cœur de la révolution industrielle. Les gens affluaient vers les villes, travaillaient dans les usines et adoptaient de nouvelles professions et compétences. Leur mode de vie était radicalement transformé. De nos jours, tout évolue d'une manière beaucoup plus significative qu'au XIXe siècle, et surtout, bien plus rapidement. Cependant, nous disposons d'un incroyable avantage dont on ne pouvait que rêver il y a 150 ans. Et non, ce n'est pas la livraison de sushis. Travailler dans une usine leur permettait d'acquérir de nouvelles professions et compétences. Leur existence était bouleversée. De nos jours, tout évolue de manière bien plus significative qu'au XIXe siècle et surtout beaucoup plus rapidement. Toutefois, nous bénéficions d'un avantage incroyable dont on ne pouvait que rêver il y a 150 ans. Et non, ce n'est pas la livraison de sushis. Je fais référence à la possibilité d'apprendre un métier bien rémunéré depuis chez soi. Environ 6 mois suffisent pour se former à l'une de ces professions, celle d'ingénieur en test, grâce à la plateforme éducative Skillbox. L'ingénieur en test, également appelé testeur, a pour mission de déceler les vulnérabilités et erreurs dans le fonctionnement des sites web et des applications. C'est une excellente option pour ceux qui désirent s'orienter vers le domaine de l'informatique sans savoir par où commencer. Cette profession est très recherchée. Pour débuter la formation, il n'est pas requis d'avoir des compétences en programmation et la possibilité de trouver un emploi se présente dès 4 mois. Tout cela grâce à l'approche axée sur les résultats du cours Skillbox. Dès la première leçon, vous commencerez à pratiquer.
vous aurez l'opportunité de tester un site web simple. À chaque session, la complexité des tâches augmentera. Au fil de la formation, vous maîtriserez les principales méthodes d'automatisation, apprendrez à rédiger un code simple et développerez d'autres compétences essentielles. Pour vous accompagner, des professionnels en activité provenant d'entreprises de premier plan seront présents et vous aurez la chance de participer à des tests bêta chez les partenaires du cours, l'un d'eux. Vous commencerez par tester un site web simple. À chaque session, la complexité des tâches augmentera. Au cours de la formation, vous maîtriserez les principales méthodes d'automatisation, apprendrez à écrire un code simple et développerez d'autres compétences indispensables. Pour vous soutenir, des professionnels actifs provenant d'entreprises de renom seront présents et vous aurez l'opportunité de participer à des tests bêta chez les partenaires du cours. L'un d'eux est par exemple la grande banque Otkriti. Le salaire des testeurs juniors se situe en moyenne entre 70 000 et 100 000 roubles. Les testeurs plus expérimentés peuvent facilement gagner plusieurs centaines de milliers. De plus, Skillbox garantit un emploi à chaque étudiant à l'issue de sa formation. Vous bénéficierez d'un accompagnement pour rédiger votre CV, vous préparer à l'entretien, et votre portfolio se constituera tout au long de la formation. Si vous ne parvenez pas à trouver un emploi, le coût du cours vous sera remboursé. Actuellement, un nouveau cycle de formation commence sur Skillbox. En utilisant le code promo LOGINOV1, vous profiterez d'une réduction de 60%. Suivez le lien dans la description et postulez dès maintenant pour la formation, tant que l'offre est disponible. Le meurtre de Martha Tabram, bien qu'il ait été un événement marquant, aurait été rapidement oublié. Toutefois, 3 semaines plus tard, un nouveau crime violent se déroule. Cela se passe encore dans le quartier de Whitechapel. Le 31 août, à 3h30 du matin, 2 cochers découvrent sur le trottoir le corps d'une femme. Dans la rue peu éclairée, les hommes ne parviennent pas encore à saisir toute l'horreur de la situation. À ce moment-là, ils réalisent seulement que le corps est froid et qu'il leur faut trouver un policier. Cependant, rapidement, 3 semaines plus tard, un nouveau crime violent éclate encore dans le quartier de Whitechapel. Le 31 août, à 3h30 du matin, 2 cochers découvrent sur le trottoir le corps d'une femme. Dans la rue mal éclairée, les hommes peinent à saisir l'horreur de la situation. À ce moment-là, ils réalisent seulement que le corps est froid et qu'il est nécessaire de trouver un policier. Le policier arrivé, en levant sa lampe, constate que la victime a la gorge tranchée et que du sang est répandu partout. Un peu plus tard, il s'avère que ce n'est pas tout. Des coupures profondes sont présentes au niveau de l'abdomen et sous la taille, ayant conduit à l'extraction des entrailles de la victime. À ce moment-là, ni les policiers, ni les médecins, examinant le corps, n'avaient connaissance du fait que des meurtres avec des blessures similaires se reproduiraient plusieurs fois par la suite. L'identité de la victime est rapidement confirmée. Il s'agit de Polly Nichols, âgée de 43 ans. Elle était connue des habitants du quartier. Petite, avec des cheveux sombres, teintés de gris et plusieurs dents de devant manquantes. Polly s'est mariée à 18 ans et a eu 5 enfants. Peu à peu, la relation entre le mari et la femme s'est détériorée, que ce soit à cause des infidélités de l'un ou de l'alcoolisme de l'autre. Quoi qu'il en soit, le père a pris en charge les enfants et Polly vivait séparément. Elle changeait souvent de partenaire, buvait beaucoup et gagnait sa vie grâce à la prostitution. Le meurtre de Polly Nichols est officiellement reconnu comme le premier meurtre attribué
à Jack l'Éventreur. La victime précédente, Martha Tabram, soulève des interrogations. Certains experts la lignent au crime de Jack l'Éventreur, tandis que d'autres en doutent. En raison de l'alcoolisme de son mari, le père a pris les enfants, et Polly vivait séparément. Elle changeait de partenaire, buvait beaucoup et gagnait sa vie par la prostitution. Le meurtre de Polly Nichols est officiellement considéré comme le premier meurtre commis par Jack l'Éventreur. La victime précédente, Martha Tabram, suscite des débats. Certains experts l'associent au crime de Jack l'Éventreur, tandis que d'autres émettent des doutes à ce sujet. Nous en reparlerons plus tard. Pour l'heure, un autre point mérite d'être souligné. En 1888, les journalistes et même une partie des policiers réalisent que ce nouveau meurtre violent semble suspect. Une semaine après la découverte du meurtre de Polly Nichols, les recherches commencent afin de retrouver un homme surnommé le Fartouk en cuir. Pourquoi ce suspect a-t-il reçu ce nom? Tout d'abord, certains habitants témoignaient que le meurtre avait été commis par un homme portant un tablier en cuir. Ensuite, plusieurs prostituées affirmèrent avoir reçu des lettres de menaces signées par le Fartouk en cuir. Enfin, dans le quartier de Whitechapel, vivait un homme portant précisément ce surnom, le Fartouk en cuir. Son vrai nom était Jack Beiser, un cordonnier local âgé de 38 ans. La coïncidence entre le surnom du tueur et celui de Jack semblait suspecte, mais la disparition de Beiser après les articles de presse paraissait encore plus étrange. Pourquoi fuir si tu es innocent, n'est-ce pas? Cependant, la police peine à localiser le domicile ou à déterminer le sort de Beiser. Une semaine après l'incident précédent, un autre crime violent se produit. Musique. Aux alentours de 6 heures du matin, un corps est découvert dans le jardin arrière de la maison. La coïncidence entre le surnom de Jack et celui du tueur paraissait suspecte, mais la disparition de Beiser après les articles de presse semblait encore plus troublante. Pourquoi fuir si tu n'es pas coupable, n'est-ce pas? Cependant, la police n'arrive pas à déterminer le domicile ou le sort de Beiser. Une semaine après l'incident précédent, un autre crime violent a lieu. Musique. Aux environs de 6 heures du matin, le corps d'une femme est découvert dans le jardin arrière de la maison. Et c'est encore une fois une connaissance. Les détails sont tout aussi horrifiants. Des vêtements déchirés, les jambes écartées, la gorge tranchée et de profondes blessures ouvertes à l'abdomen. Cette fois, le médecin constatera que la victime avait manqué certains organes internes. Il s'agit à nouveau d'Annie Chapman, 47 ans, une autre femme au parcours complexe. Elle avait été mariée et avait donné naissance à 3 enfants. Malheureusement, Annie luttait contre l'alcoolisme, tandis que son fils était handicapé. Après le décès d'une de ses filles, elle et son mari se sont séparés et elle a déménagé de la province britannique à Londres. Pendant un certain temps, elle a vécu grâce à des pensions alimentaires, mais après le décès de son mari, Chapman a commencé à gagner sa vie par la prostitution quelques années avant sa mort. Ce crime poussera toute la ville, en particulier la partie est, à évoquer l'apparition d'un tueur effrayant. Un témoin, qui avait aperçu Chapman avec un homme un peu plus tôt dans la nuit, a décrit l'accompagnateur de la victime. Il a remarqué qu'il était de grande taille, vêtu d'un manteau sombre et portant un chapeau. Selon le témoin, cet homme avait l'air d'un étranger. L'interprétation du terme « étranger » reste à. Le crime incitera toute la ville, notamment sa partie est, à évoquer l'apparition d'un tueur redoutable. Un témoin,
qui avait aperçu Chapman avec un homme un peu plus tôt dans la nuit, a décrit l'accompagnateur de la victime. Il a remarqué sa grande taille, son manteau sombre et son chapeau. Selon ce témoin, l'homme avait l'air d'un étranger. Ce que cela signifiait par le terme « étranger » reste une énigme. Peut-être que le témoin mélangeait son désir avec la réalité. De nombreux habitants étaient persuadés qu'une telle atrocité ne pouvait être orchestrée que par un étranger, mais certainement pas par un Anglais. Parallèlement, une autre théorie populaire émerge. Les blessures sur le corps de la victime semblent très professionnelles, comme si elles avaient été causées par un médecin chevronné. Les rumeurs et spéculations alimentent en grande partie la presse. Les reportages s'apparentent souvent plus à des contes d'horreur qu'à un véritable travail journalistique. Lorsque le public apprend que la dernière victime manquait de certains organes internes, des rumeurs commencent à circuler, insinuant qu'un démon ou un vampire se cache derrière ces crimes. Peu après le meurtre de Chapman, la police retrouve le célèbre Baser, surnommé le tablier en cuir. Il devient rapidement clair que cet homme ne peut en aucun cas être lié au meurtre. Il s'est simplement enfui par crainte d'un lynchage après avoir vu son surnom dans les journaux. Le tablier en cuir disparaît peu à peu des reportages et des discussions parmi les habitants. Mais un démon doit posséder un nom. Bientôt, un surnom émerge, un nom qui marquera l'histoire. Il était clair que l'homme ne pouvait en aucun cas être impliqué, et qu'il s'était enfui simplement par crainte de lynchage après avoir découvert son surnom dans les journaux. Le tablier en cuir s'efface peu à peu des reportages et des discussions des habitants, mais un démon doit avoir un nom. Bientôt, un surnom émerge, un nom qui laissera sa marque dans l'histoire. 3 semaines après le meurtre de Chapman, une lettre écrite à l'encre rouge parvient à la rédaction de la Central News Agency. L'auteur avoue être celui qui se cache derrière ces crimes. Dans sa lettre, il se moque des efforts de la police pour le retrouver, affirmant qu'il est prêt à continuer son jeu macabre, que son couteau est aiguisé et qu'il a l'intention de s'en servir. À la fin, il signe « Sincèrement vôtre, Jack l'Éventreur ». L'auteur de cette lettre tient sa promesse. Les meurtres vont se poursuivre. Mais avant cela, abordons un autre sujet. Où exactement Jack l'Éventreur a-t-il sévi et à quoi ressemblait Londres, en particulier un quartier de la capitale britannique? Dans ce cas, le contexte est tout aussi captivant que l'intrigue criminelle. Nous sommes donc dans les années 1880. La Grande-Bretagne est alors la première puissance mondiale, et Londres en constitue la capitale. À cette époque, la ville s'étend en un immense mégapole. L'écart entre les habitants les plus riches et les plus pauvres est tout aussi considérable. Cependant, ces deux mondes se croisaient rarement. À gauche du centre historique de Londres se trouvait un quartier nommé Westminster, des habitations coûteuses, des rues bien entretenues. Les années 1880. La Grande-Bretagne est la première puissance mondiale, avec Londres comme sa capitale. À cette époque, la ville est une immense mégapole. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres de la capitale est tout aussi considérable. Néanmoins, ces deux mondes se croisaient rarement. À gauche du centre historique de Londres se trouvait un secteur de la ville appelé West End. Des habitations onéreuses, des rues bien entretenues, des hommes et des femmes en élégants costumes, des réceptions raffinées, du théâtre et des parcs. En revanche, le soi-disant East End, situé à droite du centre historique, en constitue l'antithèse.
Ici, on retrouvait la saleté, la pauvreté, les maladies, l'insalubrité et le crime. La majorité des hommes de ce quartier de Londres travaillaient dans les abattoirs ou aux docks. Cependant, leur salaire était souvent insuffisant, poussant ainsi les femmes à chercher également un emploi. Les options étaient limitées, soit un travail ardu à l'usine, soit la prostitution. Beaucoup choisissaient cette seconde option. Par ailleurs, pour un grand nombre de prostituées de l'East End, cela représentait un emploi précaire, souvent un revenu temporaire par nécessité. En d'autres termes, les habitants de l'East End auraient pu incarner des personnages idéaux dans Crime et Châtiment de Dostoïevski. Leur existence conditionnait entièrement leur conscience. Si l'East End représentait la pire partie de Londres, le quartier de Whitechapel aspirait au titre de l'endroit le plus mal famé de l'East End. C'était un véritable labyrinthe sale, composé de rues sombres, de tunnels, de cul-de-sac et de recoins secrets. Les rares lampadaires à gaz présents dans cette zone fonctionnaient souvent mal, voire pas du tout. Le quartier de Whitechapel était également. L'existence conditionnait entièrement la conscience. Si l'East End représentait la pire partie de Londres, le quartier de Whitechapel revendiquait le titre de l'endroit le plus mal famé de l'East End. C'était un labyrinthe sale, peuplé de rues obscures, de tunnels, de cul-de-sac et de recoins cachés. Les rares lampadaires à gaz qui faisaient partie de cette zone fonctionnaient souvent mal, ou pas du tout. Le quartier de Whitechapel était également le cœur névralgique des affaires louches de la capitale britannique. On y dénombrait près d'une centaine de bordels et de nombreuses femmes proposaient leurs services directement dans les rues. Cependant, ces recoins sombres et mal éclairés favorisaient non seulement les services intimes, mais aussi la commission de crimes, à l'abri des regards de la police et des témoins potentiels. Et maintenant, il est temps de retourner à septembre 1888. Après une série de meurtres brutaux, le sensationnalisme commençait déjà à s'enflammer, mais la lettre du tueur mystérieux agit comme un réservoir d'essence jeté sur ce feu. Le tablier en cuir, un titre peut-être acceptable, mais Jacques l'Éventreur relève d'un tout autre niveau en marketing. Les ventes de journaux explosent et, dans cette atmosphère de frénésie générale, un nouveau crime se produit. Le 30 septembre 1888, aux alentours de 1h du matin, un cocher remarqua le corps d'une femme au cou tranché, gisant dans une flaque de sang, juste en face du club où se réunissaient les socialistes locaux. Le médecin qui a recruté sur les lieux découvre plusieurs éléments notables. Tout d'abord, lorsque ce dernier est arrivé, le corps de la victime était encore chaud. Cela indique que le crime avait été perpétré peu de temps avant que le cocher ne trouve le corps. Dans la nuit de septembre 1888, aux alentours de 1h du matin, un cocher remarque le corps d'une femme au cou tranché, gisant dans une flaque de sang, juste en face du club où se réunissaient les socialistes locaux. Le médecin qui s'est rendu sur les lieux découvre plusieurs détails intéressants. Tout d'abord, lorsque ce dernier est arrivé, le corps de la victime était encore chaud, indiquant que le crime avait été commis peu de temps avant que le cocher ne trouve le corps. Deuxièmement, la victime ne présente pas les blessures habituelles de l'éventreur. Aucun coup de couteau à l'abdomen, ni d'organes internes exposés. Il s'agit d'Elizabeth Stride, une émigrante suédoise âgée de 45 ans. Les circonstances de sa vie ne différaient guère de celles des autres victimes de l'éventreur ou de nombreuses femmes vivant dans la rue. Des relations instables, de l'alcool, un travail de femme de ménage et, occasionnellement, celui de prostituée.
Parmi les experts, en criminologie, des doutes persistent au sujet de cette affaire, la principale raison étant un manque de brutalité. Bien qu'il n'y ait pas de blessures profondes habituelles de l'éventreur sur l'abdomen, la plupart des chercheurs continuent de classer les meurtres d'Elizabeth Stride parmi ceux de l'éventreur. Tout d'abord, cela s'est déroulé dans le même quartier que les autres cas. De plus, l'un des témoins a aperçu la victime la veille, en compagnie d'un homme à la carrure imposante, vêtu d'un manteau sombre et d'une casquette de marin, ce qui concorde avec les déclarations d'un témoin de l'affaire précédente. Troisièmement, certaines blessures retrouvées sur le corps de la victime correspondent à d'autres affaires. Cela soulève des raisons de croire que, durant la nuit du 30 septembre, un événement s'est produit. Quelqu'un a inquiété l'éventreur au moment du meurtre de Stride. La victime, en compagnie d'un homme à la carrure large, vêtu d'un manteau sombre et d'une casquette de marin, ce qui concorde avec les déclarations d'un témoin dans l'affaire précédente. De plus, certaines blessures sur le corps de la victime rappellent d'autres affaires. Cela donne des raisons de penser que, durant la nuit du 30 septembre, un événement s'est produit. Quelqu'un a effrayé l'éventreur au moment du meurtre de Stride, le poussant à commettre un autre crime cette même nuit, afin de finaliser ce qu'il avait commencé. Quelques heures plus tard, non loin de là, des constables font la découverte d'un autre corps. Il s'agit ensuite d'une femme assez connue dans la rue, nommée Catherine Eddowes. Cette fois, le mode opératoire correspond parfaitement à celui de l'éventreur. Robe déchirée, jambes écartées, coupure à l'abdomen, et une partie des organes internes est manquante. À proximité de l'endroit où se trouvait le corps, les policiers découvrent un morceau de robe ensanglantée de Catherine Eddowes, ainsi qu'une inscription étrange sur le mur, quelque chose comme « Les Juifs ne seront pas accusés à tort ». Cette inscription soulève encore des interrogations. Tout d'abord, il est impossible de déterminer avec certitude si elle a réellement existé. Il n'y a ni photo ni document à l'appui. De plus, ce que l'auteur a voulu dire n'est pas totalement clair. Bien qu'un morceau de robe ensanglantée ait effectivement été retrouvé, cela n'a pas facilité les recherches de la police. À ce stade, l'enquête sur les crimes de l'éventreur est pratiquement au point mort, car la police ne possède aucune preuve solide ni suspect crédible. 2 meurtres en une seule nuit suscitent un incroyable. Il n'est pas entièrement clair ce que l'auteur a voulu communiquer. Un morceau de robe ensanglantée a effectivement été retrouvé, mais cela n'a pas été d'une grande aide pour la police. À ce stade, l'enquête sur les crimes de l'éventreur est quasiment au point mort, car la police ne possède aucune preuve solide ni suspect crédible. 2 meurtres en une seule nuit provoquent un incroyable engouement dans la presse, d'autant plus que cela se produit tous les 2 jours. Parallèlement, une autre lettre parvient à la Central News Agency, toujours écrite avec les mêmes encres rouges, la même calligraphie, et signée Jack l'Éventreur. Le message est bref, et l'auteur y affirme en substance « Demain, vous entendrez parler du nouveau chef-d'œuvre de Jack, un double meurtre. Je n'ai pas pu achever le premier comme il le fallait. » Étant donné que la lettre est reçue immédiatement après les meurtres, le niveau de connaissance de son auteur est réellement préoccupant. Cependant, parmi les enquêteurs, la majorité est persuadée que cette lettre, tout comme la précédente, est un faux. D'abord, la deuxième lettre n'est parvenue que le 1er octobre, alors que le double meurtre a eu lieu dans la nuit du 30 septembre. En d'autres termes, en théorie, n'importe qui aurait pu lire tous les détails de ce qui s'est passé dans les journaux du 30. Deuxièmement, dans les souvenirs de plusieurs chefs de police de l'époque,
Il est mentionné qu'ils ont même identifié l'auteur de la lettre suivante. À la grande surprise de tous, il s'est avéré que c'était un journaliste du même journal, la Central News Agency. Cependant, il convient de noter que les ruses des reporters fonctionnent. En théorie, n'importe qui aurait pu consulter tous les détails de ce qui s'est passé dans les journaux du 30. De plus, dans les mémoires de plusieurs chefs de police de l'époque, il est noté qu'ils ont même identifié l'auteur de la lettre suivante. À la grande surprise de tous, il s'est avéré que c'était un journaliste du même journal, la Central News Agency. Mais il est important de souligner que la ruse des reporters porte ses fruits. Les ventes atteignent des sommets. C'est le sujet phare du pays. Des personnes de tout Londres commencent à converger vers les lieux du double meurtre, juste pour voir. En raison de l'effervescence entourant le double meurtre et les lettres, les rédactions reçoivent des paquets de messages prétendument envoyés par Jack l'Éventreur. Au début, ce sont des dizaines de lettres, et ensuite, le nombre atteindra les centaines. La police commence à subir des pressions de toutes parts, de la part de la presse, des citoyens mécontents et des autorités du pays. Cela entraîne une intensification de l'activité des forces de l'ordre. En octobre 1888, elles annoncent une récompense pour toute information pouvant conduire au meurtrier et réalisent également des perquisitions dans le quartier de Whitechapel et les rues voisines. Les policiers se penchent également sur les théories et conjectures avancées par la presse. L'une d'elles suggère que le meurtre aurait été réalisé par un boucher. Cela semble plausible. De nombreux abattoirs se trouvent dans le quartier et un boucher dispose à la fois de l'équipement professionnel et des compétences nécessaires. Ce n'est pas sans raison qu'il est qualifié d'éventreur. Cependant, après avoir inspecté tous les abattoirs de la région, la police ne découvre personne des suspects, ni rien d'anormal. Et à ce moment-là, parmi les spéculations de la presse, l'une suggère que le meurtre aurait été perpétré par un boucher. Cela paraît plausible. Il y a plusieurs abattoirs dans le quartier, et un boucher dispose du matériel professionnel et des compétences requises. Ce n'est pas sans raison qu'il est surnommé l'Éventreur. Cependant, après avoir inspecté tous les abattoirs de la région, la police ne trouve personne de suspect, ni aucun élément étrange. Et à ce moment-là, le maniaque de Londres frappe à nouveau. Ce n'est pas un meurtre, mais cet acte marquera à jamais l'histoire. Mi-octobre, le président du comité de la revanche, un certain Chapala, reçoit un colis étrange. Ce comité a été formé justement en réponse au meurtre, et ses membres effectuaient des patrouilles dans les rues. Dans le colis se trouvait une lettre, ainsi qu'un objet ressemblant à un rein humain. La lettre commençait par la phrase « de l'enfer ». Elle marquait aussi que ce rein appartenait à l'une des victimes. Le message se concluait par l'expression « attrapez-moi si vous le pouvez ». Le président lui-même pense d'abord qu'il s'agit d'une mauvaise blague. Toutefois, il décide d'envoyer le colis à un médecin pour analyse. Pendant celle-ci, il s'avère que l'organe est bel et bien d'origine humaine. En revanche, il est impossible de confirmer si ce rein appartient à une des victimes. Quoi qu'il en soit, le colis suscite un grand émoi auprès du public. Une centaine d'années plus tard, un célèbre roman graphique sur l'Éventreur, intitulé « De l'enfer », sera publié. De ce dernier, un film du même nom avec Johnny Depp sera réalisé à Hollywood au début des années 2000. En octobre 1888, le drame principal a lieu. Il est impossible de savoir si ce rein appartenait à une victime. Quoi qu'il en soit, le colis laisse une forte empreinte sur le public. Une centaine d'années plus tard,
un célèbre roman graphique sur l'éventreur, intitulé De l'enfer, sera publié. Inspiré de celui-ci, un film du même nom avec Johnny Depp sera réalisé à Hollywood. Au début des années 2000, en octobre 1888, le drame principal se déploie dans les pages des journaux, mais pas dans les rues. Aucun nouveau crime du maniaque n'y est commis. Pendant ce temps, la police s'efforce en vain de dénicher des preuves, des témoins et des suspects. Sir Robert Andrews, à l'époque chef du département criminel de la police municipale, écrit dans un rapport à sa hiérarchie que « Nous avons interrogé des marins des docks, des bouchers, des gitans, des immigrants d'Asie et des Américains. Mais malgré cela, aucun des interrogés dans les postes n'a fourni d'informations sur des suspects sérieux. » Au début de novembre, la vie semble retrouver son rythme habituel. Même les journaux se concentrent sur de nouveaux sujets. Voici un mari ivre qui tire sur sa femme avec un pistolet, mais sans succès. En revanche, il se suicide ensuite. Voici un acteur qui tire accidentellement sur un collègue avec un pistolet factice. Toutes ces nouvelles sont certes intrigantes, mais aucune n'arrive à la cheville de Jack l'Éventreur. Cependant, le 9 novembre, un nouveau meurtre est signalé. La victime, Mary Jane Kelly, âgée de 25 ans, est retrouvée mutilée dans son appartement de la rue Dorset. C'est d'ailleurs la seule victime dont une photo a été prise sur les lieux. Cependant, le 9 novembre, un nouveau meurtre est signalé. La victime, Mary Jane Kelly, âgée de 25 ans, est découverte mutilée dans son appartement de la rue Dorset. C'est d'ailleurs la seule victime dont la photo a été conservée sur les lieux du crime, facilement accessible sur Internet. C'est une image atroce qui ne devrait être regardée qu'à jeun. Les policiers interrogent des témoins et tentent de reconstituer les événements. Dans la nuit, Mary avait consommé de l'alcool, puis a trouvé un client qu'elle a ramené chez elle pour exercer son métier, avant de ressortir pour réitérer les mêmes actions. Un témoin a décrit l'homme qui accompagnait Mary. Il portait un chapeau noir et un manteau sombre. Parmi les détails physiques, on note des yeux foncés, une moustache, une chaîne autour du cou et même un insigne en forme de fer à cheval. Une telle précision remet en question la fiabilité des témoignages. Trop détaillé, surtout que le suspect a été aperçu à une distance respectable. Il est probable que le témoin cherche ainsi à détourner les soupçons de lui, étant donné qu'il était seul dans la rue cette nuit-là. Les témoignages d'autres témoins ne clarifient pas la situation non plus. Au contraire, ils se contredisent. Le meurtre de Mary Kelly devient alors l'actualité numéro 1. Dans un climat de mécontentement lié aux actions des forces de l'ordre, le chef de la police londonienne démissionne. Les recherches pour retrouver le meurtrier sont tellement dans l'impasse que, détournant les soupçons de lui, puisqu'il était seul dans la rue cette nuit-là, les témoignages d'autres témoins ne permettent pas non plus d'apporter de la clarté. Au contraire, ils sont contradictoires. Le meurtre de Mary Kelly devient naturellement l'actualité numéro 1, alors qu'un climat de mécontentement s'installe face aux actions des forces de l'ordre. Le chef de la police londonienne remet sa démission. Les recherches pour attraper le meurtrier sont devenues si stagnantes que la reine Victoria elle-même s'en mêle. Elle promet une grâce aux complices du tueur s'il révèle l'identité de l'assassin, à condition qu'il n'ait pas directement participé aux actes violents. Bien que les investigations sur le maniaque ne produisent toujours aucun résultat, la situation commence soudainement à évoluer d'elle-même. En décembre, un autre meurtre survient, mais le modus operandi est totalement différent de celui du tueur. Même la presse ne parvient pas à relayer cet incident.
Au début de l'année suivante, en 1889, tout revient à tel point à la normale que la police retire même les patrouilles supplémentaires de leur poste. Ainsi se termine en grande partie l'histoire de Jack l'Éventreur. Il ne reste que deux questions principales. Qui était le meurtrier et pourquoi les crimes ont-ils cessé si brutalement? Réalisons un point préliminaire. J'ai évoqué 6 crimes. Tous, sauf le premier meurtre de Martha, celui de Bram, font partie de ce que l'on appelle le canon des 5. La grande majorité des chercheurs est convaincue qu'ils sont liés à une seule et même personne, Jack l'Éventreur. Quoi qu'il en soit, l'assassinat de Martha Bram, bien qu'il n'appartienne pas. Si brusquement, réalisons un point préliminaire. J'ai mentionné 6 crimes, tous, sauf le premier meurtre de Martha, celui de Bram, font partie de ce que l'on appelle le canon des 5. La majorité des chercheurs est persuadée qu'ils sont le fait d'une seule et même personne, Jack l'Éventreur. Quoi qu'il en soit, l'assassinat de Martha Bram, bien qu'il ne soit pas inclus dans ce total, présente néanmoins des similitudes significatives en termes de timing, de localisation et de nature. D'autres cas se sont produits dans la première moitié de 1889 et en 1891. La question de savoir si ces crimes doivent être attribués à Jack l'Éventreur a fait l'objet de débats pendant un siècle. Mais il est difficile d'en tirer des conclusions définitives. Nous reviendrons sur ces crimes, car il est maintenant temps de commencer l'enquête. Comme vous l'avez déjà compris, à la fin des années 1880, la police manquait de preuves solides et de témoignages de témoins, ce qui compliquait la gestion des suspects. Ce n'est qu'une décennie plus tard qu'il s'avérera que plusieurs personnes que les policiers considéraient comme les meurtriers les plus probables. Alors, que savons-nous sur l'identité de Jack l'Éventreur? En réalité, pas grand-chose. Si l'on combine tous les témoignages disparates de témoins issus des différents crimes, on obtient ce qui suit. Un homme âgé de 20 à 35 ans, vêtu d'un manteau sombre, portant soit un chapeau, soit une casquette, ayant des épaules larges et peut-être une moustache. Et c'est tout ce que la police avait comme indice. Juste un morceau de robe ensanglantée de la 4e victime. En ce qui concerne l'identité de Jack l'Éventreur, il y a en réalité peu d'informations. Si l'on combine tous les témoignages disparates de témoins issus des différents crimes, on obtient ce qui suit. Un homme âgé de 20 à 35 ans, vêtu d'un manteau sombre, avec soit un chapeau, soit une casquette, des épaules larges et peut-être une moustache. Et c'est tout ce que la police avait comme indice. Seulement un morceau de robe ensanglantée de la 4e victime et des lettres prétendument écrites par l'Éventreur. Toutefois, le morceau de robe ne révèle rien sur le meurtrier. La grande majorité des lettres ont été reconnues comme des faux. À cette époque, en 1888, de nombreux documents policiers relatifs à l'enquête ont également été perdus. Cependant, une partie d'entre eux a tout de même été préservée, comme des articles de journaux et des souvenirs des participants à l'enquête. Nous allons donc nous appuyer sur ce qui existe. Pendant plus de 100 ans, l'affaire de Jack l'Éventreur n'a pas cessé d'alimenter la curiosité des détectives amateurs du monde entier. En grande partie, sa renommée leur appartient. Officiellement, la recherche du tueur en série a pris fin à cette époque, au XIXe siècle, mais grâce aux films et aux livres qui continuent à paraître, Jack reste un sujet de conversation. Il existe des dizaines, voire des centaines de personnes prétendues être le véritable Jack l'Éventreur. Cependant, nous nous concentrerons uniquement sur celles pour lesquelles une véritable connexion entre la personne et le crime peut être établie.
il est peu pertinent de discuter sérieusement des théories impliquant le célèbre artiste Van Gogh ou l'auteur d'Alice au pays des merveilles, Carroll. Oui, des enquêtes ont été menées, où chacun d'eux, dont on prétend qu'ils sont le véritable Jack l'Éventreur. Cependant, nous nous concentrerons uniquement sur ceux pour lesquels une réelle connexion entre la personne et le crime peut être établie. Il est peu pertinent de discuter sérieusement des théories impliquant le célèbre artiste Van Gogh ou l'auteur d'Alice au pays des merveilles, Carroll. Oui, des enquêtes ont été menées, où chacun d'eux était accusé d'être le meurtrier de Whitechapel, mais avancer que les preuves sont minces serait un euphémisme. En réalité, elles n'existent pas. Le fait qu'ils aient tous deux eu des mentors et qu'ils auraient théoriquement pu être à Londres en 1888 ne constitue pas des arguments valables. Mais il convient de noter que l'émergence de ce type de conspirationnisme résulte du manque de preuves et d'indices tangibles. Le vide se comble toujours, d'une manière ou d'une autre. De plus, parmi les suspects sérieux, il y a effectivement quelques individus qui peuvent être considérés comme des célébrités. Le premier d'entre eux est le prince Albert Victor, petit-fils de la reine Victoria et potentiel héritier du trône. Cette hypothèse a été soumise pour la première fois par l'auteur du livre Jack l'Éventreur, le point final, au milieu des années 70. L'essence de la théorie est la suivante. Le prince, qui avait 24 ans en 1888, se rendait fréquemment dans le West End. Il a eu une liaison avec une jeune femme de la classe ouvrière. Celle-ci est tombée enceinte et le prince a décidé de l'épouser en secret. Quelques connaissances de la jeune femme étaient au courant, toutes étant des prostituées, et il était impensable pour la famille royale d'accepter une telle situation. Les théories avancées sont les suivantes. Le prince, qui avait 24 ans en 1888, se rendait plusieurs fois dans le West End. Il a eu une liaison avec une jeune femme de classe ouvrière. Celle-ci est tombée enceinte et le prince a décidé de l'épouser en secret. Quelques connaissances de la jeune femme étaient au courant, toutes étant des prostituées. La famille royale ne pouvait bien sûr pas tolérer une telle situation et a donc choisi de se débarrasser des témoins. Ce fut soit immédiatement, soit après que ceux-ci aient commencé à les faire chanter avec des lettres. Le rôle principal dans cette opération était attribué à William Gull, l'ancien médecin de la reine Victoria. Selon cette théorie, il aurait commis tous les meurtres. Le fait que Gull soit un médecin professionnel ne fait qu'attiser les soupçons. Reconnaissons-le, cette théorie est séduisante, presque cinématographique. C'est pourquoi elle a été exploitée à plusieurs reprises dans des romans et films hollywoodiens. Cependant, en réalité, cette hypothèse a été réfutée à de nombreuses reprises. Tout d'abord, le médecin William Gull avait plus de 70 ans au moment des meurtres, alors que les circonstances des crimes et les témoignages des témoins suggèrent qu'il s'agissait d'une personne assez jeune. Les partisans de cette théorie soutiendront sûrement que Gull avait des complices. Peut-être, admettons-le. Passons alors à l'argument suivant. La principale source de cette version dans les années 70 du XXe siècle était le fils d'un homme impliqué dans la conspiration royale. Il prétendait que son père lui avait révélé la vérité avant de mourir. Cependant, le témoin lui-même avoua quelque temps après que toute l'histoire. Les partisans de cette théorie soutiendront sans doute que Gull avait des complices. Peut-être, admettons-le. Passons alors à l'argument suivant. La principale source de cette version dans les années 70 du XXe siècle était le fils d'un homme ayant participé à la conspiration royale. Il affirmait que son père lui avait révélé la vérité
avant de mourir. Cependant, le témoin a reconnu, quelque temps plus tard, que toute l'histoire était un mensonge. En d'autres termes, il a simplement menti, et l'argument final, comme d'habitude, reposera sur la logique. Admettons que la famille royale ait réellement décidé de se débarrasser des témoins. Pourquoi alors agir de manière si ostentatoire, suscitant ainsi l'attention et l'intérêt général? C'est vraiment très curieux. Une théorie bien plus plausible semble émerger de l'histoire d'Albert Victor, qui devient un sérieux suspect numéro 2, en rapport avec l'artiste Seekers. Seekers est un artiste britannique plutôt reconnu de la seconde moitié du XIXe siècle et du début du XXe siècle. Selon certaines sources, il était un participant secondaire à cette célèbre conspiration royale. Cependant, dans les années 2000, une nouvelle théorie a vu le jour. Il semblerait que Seekers lui-même soit devenu le tueur de Whitechapel. Les preuves sont les suivantes. Tout d'abord, l'œuvre de Seekers révèle qu'il a été fortement marqué par l'ensemble de l'histoire du tueur de Whitechapel. Il a réalisé plusieurs tableaux inspirés par ce thème, dont La chambre de Jack l'Éventreur. Toutefois, cet argument est plutôt difficile à contredire. Les meurtres de Jack l'Éventreur étaient connus dans le monde entier, et particulièrement à Londres, où vivait Seekers. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait été influencé par ce crime. Il a été profondément marqué par l'ensemble de l'histoire du tueur de Whitechapel. Il a réalisé plusieurs tableaux inspirés par ce thème, notamment La chambre de Jack l'Éventreur. Toutefois, cet argument est plutôt difficile à contredire. Les meurtres de Jack l'Éventreur étaient célèbres dans le monde entier, et encore plus à Londres, où résidait Seekers. Il n'est donc pas surprenant que ce crime l'ait impressionné et qu'il ait trouvé un écho dans certaines de ses œuvres. Une autre preuve apparaît comme bien plus captivante. En 2002, l'écrivaine américaine Patricia Cornwell a mené sa propre enquête sur l'affaire de l'Éventreur et a conclu à la culpabilité de Seekers. Son principal argument reposait sur un test ADN. Des traces d'ADN trouvées sur l'une des lettres attribuées à l'Éventreur auraient coïncidé avec l'ADN de Seekers. Cela semble convaincant jusqu'à ce que l'on examine les détails de plus près. Tout d'abord, la coïncidence d'ADN n'a été découverte que sur l'une des centaines de lettres prétendument envoyées par l'Éventreur. Ensuite, il s'agit d'ADN mitochondrial, ce qui remet en question sa fiabilité. Enfin, les résultats de l'étude n'ont pas été publiés dans des revues scientifiques, ce qui soulève encore plus de soupçons. Le désir de nombreux experts en rap de déceler le véritable meurtrier parmi l'aristocratie est compréhensible. Pour une raison quelconque, nous avons en tête l'image d'un meurtrier ordinaire et calculateur, vêtu d'un manteau sombre et d'un chapeau, qui n'a jamais été arrêté. Bien sûr, cela ne pouvait pas être un simple roturier. Il devait s'agir d'un membre de l'aristocratie éduquée. Il est encore plus suspect que de nombreux experts en rap tentent de déceler le véritable meurtrier parmi l'aristocratie. Il est clair que, pour une raison obscure, l'image d'un assassin ordinaire et réfléchissant, vêtu d'un manteau sombre et d'un chapeau, nous vient à l'esprit. Un individu qui n'a jamais été arrêté. Bien sûr, cela ne pouvait pas être un simple roturier. Il devait appartenir à l'aristocratie éduquée. Toutefois, la réalité ne semble pas aussi évidente, et les avancées de la science moderne pourraient bien nous aider à y voir plus clair. Je ne parle pas des tests ADN, mais plutôt de criminologie. L'un des spécialistes les plus réputés dans ce domaine,
est l'ancien agent du FBI John Douglas, qui a inspiré le personnage de la série Mindhunter. Douglas a effectué une étude sur les crimes d'un grand nombre de tueurs en série du XXe siècle et a rencontré personnellement beaucoup d'entre eux. Pour l'une des émissions télévisées, on lui a demandé d'analyser l'affaire de Jack l'Éventreur. La principale conclusion de Douglas était que ces crimes avaient été commis par ce qu'il qualifie de tueurs en série désorganisés. De tels tueurs en série ne se distinguent ni par leur intelligence, ni par leur niveau d'éducation. En revanche, ils souffrent de graves troubles mentaux. Leurs crimes sont à la fois instinctifs et réfléchis. Selon Douglas, la seule raison pour laquelle le tueur de Whitechapel n'a pas été appréhendé est la chance. À la fin du XIXe siècle, la police ne disposait pas des outils que les forces de l'ordre ont aujourd'hui. En nous basant sur cet argument, examinons les deux autres suspects qui figuraient dans les mémoires des policiers londoniens comme les plus probables. Le premier est: le crime est à la fois instinctif et réfléchi. Pourquoi le tueur de Whitechapel n'a-t-il pas été appréhendé? Selon Douglas, cela relève de la chance. À la fin du XIXe siècle, la police ne disposait pas des outils dont bénéficient aujourd'hui les forces de l'ordre. En nous appuyant sur cet argument, examinons les deux autres suspects qui figuraient dans les mémoires des policiers londoniens comme les plus plausibles. Le premier d'entre eux est un enseignant portant le nom de famille Druide. Au moment des crimes, il avait 33 ans. Bien que Druide ait bénéficié d'une bonne éducation, il semblait souffrir d'une grave maladie mentale. Cela a probablement été la raison de son licenciement au cours de l'année 1888. Fin décembre, le corps de Druide a été découvert dans la Tamise, sans trace de violence. Cela coïncidait exactement avec la période où les crimes canoniques de l'Éventreur avaient pris fin. L'hypothèse concernant Druide est renforcée par le fait qu'il souffrait d'un trouble mental et que l'un des responsables de la police londonienne de l'époque, Melville McNagten, le mentionne parmi les trois principaux suspects. De plus, McNagten semble lui-même favorable à la théorie impliquant Druide. Cependant, il n'existe pas d'autres preuves solides contre ce suspect, ce qui signifie qu'il est temps d'examiner la personnalité de la personne qui pourrait le mieux correspondre au profil du criminel. Aaron Kosminski est né en 1865 dans une petite ville polonaise appelée Kłodawa. Il était le benjamin d'une famille juive nombreuse. À cette époque, Kłodawa faisait partie de l'Empire russe et cette même ville était une partie de... Cependant, il n'existe pas d'autres preuves solides contre ce suspect, ce qui signifie qu'il est temps d'examiner la personnalité de celui qui est le plus probablement le meurtrier. Aaron Kosminski est né en 1865 dans une petite ville polonaise nommée Kłodawa, en tant que benjamin d'une famille juive nombreuse. À l'époque, Kłodawa faisait partie de l'Empire russe et cette ville était intégrée à ce qu'on appelait le territoire de résidence, une zone de l'Empire que les monarques russes avaient désignée comme lieu de séjour pour les Juifs. En réalité, c'était un immense ghetto. À de rares exceptions près, les Juifs de l'Empire russe ne pouvaient vivre qu'au sein du territoire de résidence. Les années 70 et 80 ont été marquées par des persécutions actives contre les Juifs dans l'Empire russe. C'est à cette période que le mot « ghetto » a fait son apparition dans la langue anglaise et il est encore employé aujourd'hui. Au début des années 80, cela a entraîné une émigration massive de Juifs. Beaucoup ont fui vers la Grande-Bretagne, et notamment vers Londres. Parmi eux se trouvait la famille d'Aaron Kosminski. Une grande partie des émigrants s'est installée dans le quartier, en particulier la famille Kosminski.
Pendant 10 ans, on sait très peu de choses sur lui. Aucune photographie n'existe, mais son apparence peut être décrite de la manière suivante. Cheveux foncés, yeux et moustaches. Cela correspond à certains détails relayés par quelques témoins concernant le meurtrier. Les activités d'Aaron durant cette décennie restent également un mystère. Dans des documents ultérieurs, il est mentionné comme coiffeur, mais il est tout à fait. On sait très peu de choses sur cette décennie. Aucune photographie n'existe. Cette image donne une idée de son apparence. Cheveux foncés, yeux et moustaches. Cela correspond à certains détails rapportés par quelques témoins au sujet du meurtrier. Les activités d'Aaron durant cette période restent également un mystère. Dans des documents ultérieurs, il est mentionné comme coiffeur, mais il est tout à fait possible qu'il ait travaillé dans l'atelier de son frère ou ailleurs, par exemple dans un abattoir. Au cours du XXe siècle, des documents ont été découverts, notamment les souvenirs de plusieurs chefs de la police londonienne de la fin du XIXe siècle. Dans ses mémoires, il désigne soit un juif polonais habitant dans le quartier de Chapala comme principal suspect, soit mentionne spécifiquement le nom de Kosminski. L'un d'eux est le célèbre Robert Anderson, responsable de la police criminelle de la ville en 1898. Il explique pourquoi la police n'a jamais réussi à traduire Kosminski en justice pour meurtre. Selon Anderson, il recherchait immédiatement un maniaque sexuel violent et déséquilibré, comme les circonstances des crimes le laissaient entendre. Cependant, ils n'ont jamais réussi à obtenir de preuves solides pour incriminer Kosminski. À l'époque, les policiers ne pouvaient pas simplement pénétrer dans la maison du suspect. Une perquisition ne pouvait être réalisée que s'il existait déjà des éléments sérieux de culpabilité. Toutefois, il était impossible d'effectuer une perquisition afin de trouver des preuves tangibles. 2 autres policiers londoniens corroborent les informations d'Anderson, selon lesquelles la culpabilité de Kosminski n'a jamais pu être prouvée. À l'époque, les policiers ne pouvaient pas simplement entrer dans la maison du suspect. Une perquisition ne pouvait être réalisée que s'il y avait déjà des preuves sérieuses de culpabilité. Cependant, il était impossible d'effectuer une perquisition pour rechercher des preuves concrètes. 2 autres membres de la police londonienne confirment les informations d'Anderson, selon lesquelles Kosminski était soit le principal suspect, soit l'un d'eux. De plus, la police avait apparemment un témoin qui avait non seulement aperçu le meurtrier, mais avait également identifié Kosminski par la suite. Pour une raison inconnue, ce témoin a ensuite refusé de témoigner au tribunal. Bien que Kosminski ne soit pas mort en 89 ou 90, il existe un autre argument convaincant s'agissant de son implication. Les meurtres de Jack l'Éventreur ont cessé au moment où Aaron Kosminski a été admis dans un hôpital psychiatrique, où il passera les 30 dernières années de sa vie. Les dossiers archivés de l'hôpital psychiatrique révèlent la présence d'un homme souffrant de nombreux troubles mentaux. Ce tableau ne correspond en rien à celui d'un maniaque intellectuel rigoureux. Parfois dément, Kosminski éprouvait également des hallucinations et se livrait à des actes d'automutilation incontrôlés. D'après l'avis d'un des médecins de l'hôpital, le patient représentait un danger pour son entourage. Il est fort probable que Kosminski souffrait de schizophrénie, dont on savait peu de choses à l'époque. Selon le rapport officiel, Kosminski est décédé de la gangrène à l'âge de 53 ans. Grâce aux recherches modernes, certains signes secondaires peuvent être identifiés chez Kosminski. Il connaissait des hallucinations et se livrait à des actes d'automutilation incontrôlés.
Selon l'avis d'un des médecins de l'hôpital, le patient était très probablement dangereux pour son entourage. Kosminski souffrait de schizophrénie, une maladie encore peu comprise à l'époque. Selon le rapport officiel, Kosminski est décédé de la gangrène à l'âge de 53 ans. Grâce aux recherches modernes, il est possible d'identifier certains signes secondaires typiques d'un maniaque chez Kosminski. Par exemple, plusieurs événements traumatisants de son enfance, la mort prématurée de son père et les persécutions contre les Juifs. De plus, à Londres, Kosminski vivait avec des membres de sa famille et, apparemment, ne disposait pas d'un emploi stable. Ce sentiment d'échec dans la réalité est une caractéristique marquante des tueurs en série. Et enfin, ce célèbre test ADN, lié à la 4e victime, constitue un argument supplémentaire en faveur de la culpabilité de Kosminski. Certes, le test ADN comporte des marges d'erreur, mais cela reste largement supérieur à ce que l'on trouve pour de nombreux autres suspects. Une autre question cruciale se pose. Kosminski était-il impliqué dans 2 meurtres survenus avant mars 1888, ainsi que dans quelques crimes de 1889? Et si ce n'est pas le cas, qui en est alors responsable? En réalité, ce n'est pas la seule zone d'ombre entourant l'affaire de Jack l'Éventreur. Parmi les chercheurs contemporains, nombreux sont ceux qui conviennent qu'il sera probablement impossible de cerner l'identité exacte de Jack l'Éventreur. Aaron Kosminski se présente aujourd'hui comme le candidat le plus probable pour le titre de légendaire tueur en série. Cependant, même après 100 ans, En réalité, ce n'est pas la seule ambiguïté dans l'affaire de Jack l'Éventreur. Parmi les chercheurs contemporains, beaucoup s'accordent à dire qu'il sera probablement impossible de déterminer l'identité exacte de Jack l'Éventreur. Aaron Kosminski se profile aujourd'hui comme le candidat le plus probable pour le titre de légendaire tueur en série. Cependant, même après un siècle, on souhaite éviter de se tromper et d'accuser un innocent. L'un des personnages de Crime et Châtiment évoquait un proverbe anglais. De 100 lièvres, on ne fera pas un cheval. De 100 soupçons, on ne fera pas une preuve. Les tueurs en série existent depuis des centaines d'années, mais personne ne s'est vraiment penché sur l'étude de leur nature. Souvent, les gens attribuaient de tels crimes à des démons et des vampires, concoctant des histoires terrifiantes et des légendes à leur sujet. Beaucoup avaient du mal à croire qu'un être humain puisse agir de cette manière. Le XXe siècle a révélé que les tueurs en série ne sont que des individus, souvent assez déprimants, et que beaucoup d'entre eux ne suscitent le souvenir de quiconque, à l'exception des passionnés de true crime. C'est peut-être pourquoi l'histoire de Jack l'Éventreur captive autant l'attention. En fin de compte, il représente le dernier monstre de l'histoire,